Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans Milecto, le podcast qui décrypte la bière artisanale, la bière industrielle, on ne sait pas trop encore. Je suis Ludovic Mornan, exorciste chez Studio Black Thorns. Et moi, Dorothée Van Act, consultante et formatrice en zytologie. Et de quoi va-t-on parler aujourd'hui, Dorothée ? Eh bien, on va décrypter, on va parler du marché de la filière brassicole et on va essayer de classer les brasseries en fonction de leur spécificité. Waouh, top. Ok, donc il y a plein de différences de typologie, que ce soit pour la fiscalité ou... on va voir plein de choses à ce niveau-là. Ouais. Tu vas nous éclairer, nous aiguiller, parce que j'avoue que c'est un petit peu nébuleux. Pour moi, avant d'être dans la boisson, une brasserie, c'était un lieu dans lequel on mangeait, tout simplement. Eh oui. Et donc, il faudrait un petit peu redécrypter tout ça. Et est-ce qu'on peut vraiment se proclamer brasserie artisanale ou pas ? Qu'est-ce qu'une microbrasserie ? Comment un petit peu dégoupiller tout ça ? Alors, ta question, elle est super intéressante. Moi, à force de parler de microbrasserie, de brasserie artisanale, j'ai tout entendu. Et dans mes formations, si tu veux, je fais une petite intro au marché brassicole. Et au départ, moi-même, j'avais du mal avec ces définitions. Alors, je sais faire la différence entre une brasserie où on mange et une brasserie où on produit de la bière. Mais il y a encore quelques années, quand tu arrivais chez le banquier et que tu lui disais « je veux monter une brasserie », il te disait « ah ouais, c'est cool, un restaurant ». Ouais. Et là, tu fais « non, en fait, je veux faire une fabrique de bière ». D'ailleurs, il y a certaines brasseries qui utilisent ce mot. Fabrique de bière pour justement bien se différencier d'une brasserie-restaurant. Ça fait bien Déjà, québécois, ça, fabrique de bière, non ? Ouais, exactement. Alors déjà, on a ce problème de synonymie, on va dire, sur ce mot brasserie, parce qu'il y a encore des gens dans le grand public qui vont pas forcément tilter d'emblée quand tu vas lui dire « bah ouais, j'ai une brasserie », ça va être « ah oui, tu fais de la bouffe, quoi ». Ouais. Donc ça déjà, dans l'imaginaire du grand public, si tu veux, c'est déjà, ça commence à aller mieux, mais ça peut parfois porter à confusion. Et ensuite, tu parlais de fiscalité judicieusement parce que, en gros, l'État a défini, si tu veux, on va dire 3 grandes catégories de brasseries en fonction de leur volume de production. Or, quand tu regardes bien, ça c'est intéressant, la partie fiscalité quand tu vas monter une brasserie, et ça l'est un petit peu moins quand tu vas vendre des bières ou quand tu vas justement en parler. Parce qu'en fait, c'est pas du tout représentatif. C'est-à-dire que pour les douanes, il y a les notions de brasserie industrielle, microbrasserie et petite brasserie. Et en fait, tu te rends compte, si tu veux, que la brasserie industrielle, bon, dans l'imaginaire de tout le monde, c'est la brasserie qui va faire max de volume, quoi. Tu vois ? C'est la bière avec un grand B, quoi. Quand on Ouais, pense voilà, bière, c'est on pense à ça, on pense à une lager qui brasse en on gros, ne quoi. cite pas le nom, mais tout le monde a compris. Ouais. Et puis tu as microbrasserie, et alors là, quand tu demandes une définition de microbrasserie, alors j'ai tout entendu. J'ai entendu des brasseries qui sont microbrasseries me dire « non, mais moi, j'ai jamais dit que j'étais microbrasserie ». Voilà, tu fais « ok, alors pour toi, c'est quoi une microbrasserie ?» Et tu n'as jamais de réponse bien définie. Et après, tu as la notion, toujours pour les douanes, de petite brasserie. Et en fait, ils font, si tu veux, le distinguo sur le volume. Donc, une brasserie industrielle, c'est plus de 200 000 hectos, très bien. Une microbrasserie, ça commence en dessous de 200 000 hectos. Dedans, tu as celles qui font 50 000 hectos. Et tu as les petites brasseries qui font 10 000 hectos. Jusqu'ici, ça va, vous me suivez Alors, pour moi, j'avais une classification en 3 dans ma tête, en tout cas, de ce que j'ai pu voir. C'était en dessous de 1000 hectos, c'est micro ou pico brasserie. C'est pour ça que notre podcast, pour moi, s'appelle 1000 hectos, parce qu'à partir de la barre des 1000 hectos, tu commences à devenir une brasserie artisanale jusqu'aux 200 000 et qu'il n'y a rien entre. Et qu'à partir de 200 000, c'est industriel. Dans ma tête, en tout cas, c'était ça. Il n'y avait pas trop le choix. Il n'y avait que 3. Mais du coup, en parlant en off, tu m'as dit non, c'est pas trop ça. Tout le monde n'est pas artisanal, etc. Oui. Donc, on t'écoute. Donc, tu viens de rajouter un élément intéressant, c'est brasserie artisanale. Brasserie artisanale, ça veut dire que tu es artisan. Et la notion d'artisanat, il est encadré justement par pas mal de trucs, notamment une inscription à la Chambre des métiers de l'artisanat, le fait d'avoir une entreprise qui a moins de 10 salariés et être indépendant et faire de la production. Bon.
on produit de la bière, ça, c'est pas le souci. On est indépendant, bah, ça, c'est toujours la notion de savoir si, quel est le niveau d'indépendance. En attendant, il faut moins de 10 salariés et il faut être inscrit à la Chambre des métiers de l'artisanat. J'ai entendu dire aussi à une époque qu'il fallait soit un diplôme lié à ce que tu faisais, donc un diplôme, un titre de brasseur, par exemple, ou 3 ans d'activité dans ton domaine. C'est-à-dire que, sous-entendu que, l'artisan, si aujourd'hui il est chef d'entreprise, l'artisan brasseur, il doit avoir brassé un jour dans sa vie, par exemple. Mmh. Tu vois? Ça, c'est une notion qui est donc c'est quelque part, les brasseries artisanales, c'est un élément dans l'ensemble, tu vois? Tu dis Et faut moi, en avoir fait brassé dans sa vie, mais si tu es une brasserie artisanale, enfin ou si tu es une brasserie tout court, c'est que tu brasses. Sauf si tu es une oui, marque, mais toi qui es patron, ouais, tu as 10 salariés, potentiellement, tu ne brasses plus. oui. Faut avoir brassé une fois faut connaître le métier, en vrai. Mmh. C'est ça que ça veut dire, tu vois? OK. Faut avoir été au cœur du métier, pendant au moins 3 ans, tu vois? Donc ça, c'est la notion d'artisanat et ça ne concerne pas toutes, les brasseries qui font plus de 1000 hectos. Tu vois ce que je veux dire? C'est, parce qu'en fait, finalement, l'un des critères essentiels, c'est quand même d'être inscrit à la Chambre des métiers de l'artisanat. Rien que ça, c'est, une condition sine qua non, donc Et c'est toutes les facile de faire ça? entreprises ne le Est-ce sont que pas. toutes les Oui, bien entreprises sûr. peuvent juste, s'inscrire et après, se proclamer brasserie artisanale? Au final, c'est si simple que Ah ça? oui, 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 Ouais? si tu corresponds à leurs critères à eux, justement. Parce qu'il y a aussi une notion de produit, il y a aussi une notion de faire, on va dire des bières traditionnelles, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas utiliser des vraies matières premières, si tu veux. Il y a quand même une notion aussi tu vas pas, tu vas utiliser de l'orge, du houblon, tu vois? Tu vas faire Mmh. ça bien, quoi, en fait, Alors aujourd'hui, on dit aussi, beaucoup craft parce que c'est la traduction anglaise, littérale d'artisanat. Mais Mmh. pour toi, j'ai l'impression que tu dissocies, ces 2 termes, en fait, qu'il y a pas vraiment d'équivalence française du mot craft et tu l'emploies d'une autre manière? Ouais, c'est-à-dire que pour moi, craft, pour revenir à la révolution industrielle américaine, c'est, si tu veux, les brasseries françaises craft sont toutes les brasseries qui ont vu le jour il y a, moins d'une vingtaine d'années. Tu vois? Pour OK. moi, c'est vraiment toutes ces brasseries, récentes qui, font partie finalement du boom, brassicole français qui est très spécifique par rapport aux autres pays quand tu compares avec la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre et d'autant plus les États-Unis. Mmh. Et donc pour moi, pour moi, c'est une vague craft, si tu veux. C'est un concept craft qui, du coup, englobe beaucoup de nouvelles brasseries. C'est-à-dire que du coup, en fait, à force de poser la question de savoir: «Bon alors, comment je les classe moi, mes brasseries?» Parce que moi, la fiscalité, je m'en contrefous un peu, si tu veux. Moi, j'ai besoin ouais, moi, j'ai besoin d'avoir une image, si tu veux, j'ai besoin de visualiser le marché pour comprendre, à qui je m'adresse, Mmh. à qui j'ai affaire, Et aux le consommateur moyens qui final s'en fout aussi, hein, au final, il veut bah, juste boire de la bière, hein. oui, mais quand toi, tu es spécialiste, tu as besoin de connaître ton marché. Ouais. Tu pas le choix, tu vois? Donc pour moi, la définition, fiscale, elle est pas représentative. La notion d'artisanat, elle est limitante. Et du coup, j'ai réfléchi, moi, à une typologie, une nomenclature un peu particulière pour essayer de faire comprendre aux gens qui sont en face de moi, notamment en formation, comment est foutu le marché. Par exemple, tu vois, moi, demain, j'ai des futurs, zytologues spécialistes de la bière qui veulent, postuler dans une brasserie. Bah, je vais leur expliquer que attention, dans les petites brasseries que moi j'ai mis dans la partie catégorie, pico-brasserie, si tu veux, c'est des brasseries où souvent, c'est 65 des brasseries françaises aujourd'hui qui font, 350 hectos par an. Là, tu vois, on parlait des douanes il y a 3 minutes de ça, on parlait de 10 000 hectos. Il y Mmh. a une énorme différence entre 350 par an et 10 000 par an. Moi, les brasseries avec qui je travaille, c'est des brasseries qui vont faire entre, tu vois, le podcast, on l'a appelé 1000 hectos, entre 1000 hectos et 10 000 hectos. Peut-être 20 ou 35, mais en tout cas, celles que je connais le mieux, ce sont ces brasseries-là qui sont en dessous de 10 000 hectos. Et il y a un gap entre justement ces brasseries qui commencent à embaucher des gens, et les brasseries où ils sont tout seuls ou à 2 ou en activité secondaire, tu vois? Ouais. Tu peux pas aller postuler, comme ça quand tu veux être, je sais pas moi, gérant d'une taproom ou que tu veux, hem, dans une toute petite brasserie, il y a peu de chances qu'il y ait un besoin d'embauche. Par contre, dans les brasseries qui sont déjà un petit peu plus conséquentes, là, il y a
puis potentiellement y avoir du boulot. Mm. Tu vois. Après, Et pour donc, avoir du un coup, zytologue à plein temps dans une brasserie, pour moi, c'est vraiment un job spécifique. Mais alors peut-être que je cible mal, alors, mais pour moi, c'est un besoin ponctuel à un moment donné pour peut-être recréer toute une core range ou quelque chose comme ça. C'est pas alors, forcément un pas- métier à plein temps dans une ouais. brasserie. Alors, par zytologue, attention, hein, c'est vrai que, alors ça, ce sera intéressant, ce sera peut-être l'idée d'un autre podcast, mais qu'est-ce qu'un zytologue, si tu veux? Ouais. Moi, je forme des gens aujourd'hui qui sont beaucoup porteurs de projets, qui vont monter leur brasserie ou qui veulent monter en compétence sur la dégustation, sur les défauts de la bière, sur toute la partie service. Donc souvent, en fait, moi, c'est des gens qui vont ce que je dis souvent, la zytologie, c'est bien, être indépendant, c'est bien, faire des ateliers dégustation, c'est super, il en faut, mais c'est aussi, puis moi, c'est des formations d'une semaine. Alors en une semaine, si tu veux, derrière, il y a encore du taf, hein, pour, être vraiment calé, notamment sur les styles de bière et sur l'histoire de la bière, mais j'essaye de donner des clés, si tu veux. Mais l'idée, c'est d'avoir un spécialiste derrière le bar, par exemple. Mm. La zyto, c'est ça, c'est d'avoir, derrière le bar quelqu'un qui est capable donc de nettoyer, sa tireuse régulièrement, de manière, complètement, indépendante, de parler de style de bière avec des mots qui soient adaptés aux personnes qu'il a en face. C'est-à-dire qu'un beer geek, tu peux lui parler de houblon mosaïque, de houblon citra, de levure lactique, de Brettanomyces. Quelqu'un qui a jamais vu comment on faisait de la bière, tu peux pas lui parler comme ça, tu vois? Enfin, l'idée, c'est de leur donner les clés pour avoir un discours, si tu veux, commercial intéressant. Ça peut aider aussi sur, le suivi qualité des bières, mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, avoir quelqu'un qui est dédié à la dégustation dans une brasserie, bah, c'est pas donné à grand monde aujourd'hui. Mm. Mais avoir derrière le bar, ou à la vente, une personne qui sait de quoi elle parle, ça, c'est indispensable, Ouais, c'est super tu important. vois? Mais Ouais. bon, après, c'est un autre podcast et on Ouais, c'est ça, tu vois? On est déjà en train et on de divague. dévier. Donc, Voilà, ouais, donc du on coup, revient sur la heu typologie. la typologie, donc moi, quand je fais mes petites introductions de formation, donc c'est mes premiers jours, j'explique un peu le marché. Je me base aussi beaucoup sur les chiffres d'Emmanuel Gillard du projet Amertume, parce que c'est Mm. clair qu'il fait un boulot extraordinaire. Donc me basant là-dessus, si tu veux, j'ai un peu analysé, j'ai un peu appréhendé le marché selon ma vision, c'est mon point de vue. Après, vous êtes d'accord ou pas? Et du coup, donc je mets les brasseries industrielles à part évidemment parce que celles-là, de toute façon, elles font plus de 200 000 hectos, c'est des volumes hyper, énormes, c'est des économies d'échelle sur tout, enfin bref, c'est de la publicité partout. Mais ça reste quand même Bref, rien par rapport à d'autres marchés aux États-Unis ou peut-être même en Allemagne. Enfin, en tout cas, en France, c'est énorme et il y en a peu. Mais oui. dans les autres Ah bah, pays, c'est c'est peanuts, 80 quoi. un peu plus de 90% du chiffre d'affaires sur 5% en nombre de brasseries, hein, donc c'est une concentration, énorme du marché brassicole, donc on peut pas les nier, mais nous, ce qui nous intéresse justement, c'est tout le reste. Mm. En dessous de ces brasseries industrielles, moi, je mets les brasseries familiales qui sont pour le coup, elles, aussi pour certaines largement en dessous de 200 000 hectos, mais qui pourtant sont vues comme des industriels. C'est pas facile forcément pour elles toujours parce qu'elles aimeraient justement, continuer à être reconnues comme des brasseries familiales, indépendantes, et Ok. pour autant, on les met très vite dans la case industrielle et en fait, elles font moins de 200 000 hectos ces brasseries-là, Alors tu vois? pourquoi on les met? Parce qu'elles sont en GMS, par exemple, et qu'on les Par voit. exemple, Ouais. parce que c'est des brasseries qui pour certaines ont plus de 100 ans, donc elles sont dans notre paysage depuis, plusieurs générations, Mm. Depuis qu'elles qu'on ont est né, pris quoi. les Donc, codes. Bah, c'est ça. tu vas à Et Carrefour, tu vois la marque depuis que t'es né, donc tu te dis c'est ça. implicitement que. Ouais. Et Et tu aurais que des noms? On peut donner des noms pour un petit peu Ah oui, bien sûr, assimiler? pour argumenter, bah, moi j'ai mis dans cette catégorie de brasserie familiale, tu vois, j'ai mis Météor, j'ai mis Jeanlin, j'ai mis Castelin, il y a Trois-Monts, elles sont relativement elles sont pas si, comment je vais dire ça? Si nombreuses que ça, mais pour autant, tout le monde les connaît. Tu Ouais. vois? Et elles ont des images, bah, elles ont repris les codes des industriels aussi, ce qui fait que, bah, c'était à double tranchant. Sur le moment, c'était super pour pouvoir atteindre le grand public et aujourd'hui, bah, justement, elles essayent si tu veux, de se redonner, un petit côté un peu plus de proximité et c'est pas toujours facile puisque, la marque en elle-même, tu vois? Je pense à Météor qui essaye de faire des IPA, des bières craft avec des étiquettes pleines de couleurs.
elles ont vraiment cette image-là de bière industrielle, alors qu'elles sont officiellement pas dans cette catégorie. Donc moi, je les ai vraiment, tu vois, mis à part. Et quand on pense à Pelfort, Leffe, 33 Export, tout ça, c'est de l'Indus? Ah oui, tout ça, c'est de l'Indus. Ouais, c'est de l'Indus, ok. Ah oui, là, c'est de l'Indus. Oui, si tu veux donner des noms, on peut en donner. J'avoue que la transition entre, tu vois, Leffe et Goudal, par exemple, dans ma tête, elle est pas nette, elle est pas forcément claire ou... Alors, Goudal, c'est peut-être pas le bon exemple, parce que je ne connais pas les actionnariats. Par contre, Jeanlin, ça a toujours été une brasserie familiale. Ils sont complètement indépendants, elle appartient à la famille, c'est transmis de père en fils. Et Météor, c'est pareil. Tu vois, c'est vraiment ça leur spécificité, c'est qu'ils sont indépendants et familiaux. Ok. Tu vois. Donc c'est une approche business complètement différente au final. Ouais, je suis d'accord. Tu le vois quand tu visites l'un et quand tu visites l'autre. Tu vas visiter une usine à Heineken et tu vas visiter Jeanlin, par exemple. Tu vois bien qu'il y a une énorme différence, non seulement de volume, même si Jeanlin m'a impressionné, mais de volume de cuve et tout ça. Mais tu t'es aussi à Jeanlin, tu es aussi sur le lieu traditionnel. Enfin, tu as l'ancienne brasserie qui est encore là, qui était l'ancienne maison, je crois, de famille qui sert de bar maintenant. Enfin, il y a une histoire qui est riche. Tu vois, ces gens-là, ils ont énormément de choses à raconter. Ils ont vu, eux, pour le coup, le marché brassicole, ils l'ont vu évoluer, quoi. Et limite, on pourrait rapprocher ta typologie, en tout cas pour le moment, aux distilleries aussi. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu la même chose. Ouais, c'est moins mon domaine, mais c'est possible. Ouais. Moi, ça m'y fait penser, ouais. Donc, ça t'évoque ça. Industriel, Voilà. familial. Qu'est-ce que Et tu as alors d'autre après, alors? donc moi, j'ai mis ensuite les brasseries du renouveau. Donc ça, c'est les brasseries, si tu veux, qui sont réapparues avec l'émergence des brasseries craft américaines, si tu veux. Alors chez nous, c'était plus dans les années 2000 que dans les années 80. On avait 20 ans de retard, si tu veux. Ouais. Et un des pionniers, d'ailleurs, on pourrait se poser la question, c'est Daniel Thirier. Est-ce que lui, il serait pas à moitié brasserie familiale et brasserie du renouveau? Mais bon, là, il en faut des gens entre les... Non, il faut des liens entre tes groupes. Ouais, hein. C'est pour clair autant, il c'est... fait pas du tout les volumes de Jeanlin, mais lui, il a plus de 25 ans, donc tu vois, il était avant tout le monde. Donc, Ouais. brasserie du renouveau, pour moi, c'est des brasseries qui sont en croissance depuis 10 ans, qui ont dépassé les 2000 hectos, qui ont un peu débroussaillé, on va dire, le milieu brassicole français, en tout cas sur la nouvelle tendance, avec, je pense au FHL, le Front hexagonal de libération, que plus personne ne connaît aujourd'hui, mais qui a fait un gros boulot sur les bières houblonnées. En arrivant en disant le houblon c'est bon, puis bon, ils avaient un humour bien décalé, donc c'était assez drôle. Toutes ces brasseries qui aujourd'hui en fait souvent ont démarré tout seuls, ou en couple, avec du matériel qui était déjà obsolète peut-être avant même de commencer, qui se revendiquent du broulalouse en disant bah ouais, nous, on a commencé avec des temps calés, on faisait nos branchements nous-mêmes. Ils bricolaient tout ce qu'ils pouvaient bricoler. Il y a pas mal de gens qui ont fait un voyage aux États-Unis et qui reviennent aussi pour créer leur marque en France, enfin leur brasserie en France. Il y a pas mal ce profil-là, pas mal. non Il y a, oui, alors il y a forcément les voyages qui forment la jeunesse ou qui influencent le truc, mais on les voyait déjà arriver un peu de loin. Ce serait intéressant d'interviewer justement peut-être un brasseur de l'époque. Alors je pense peut-être à la Grivoise ou tu vois ces gens qui ont commencé il y a 10 ans en partant de pas grand-chose et qui aujourd'hui, pour certains, ont 10 salariés voire plus, tu vois. Ouais, Pour moi, ça c'est toutes ces brasseries du renouveau. Elles ont vraiment débroussaillé le milieu en apportant des nouveaux produits qu'on Donc pour commençait toi, en à termes voir venir. de volume, ce serait entre quoi? Entre 2000 hectos et quoi? 20 000, Là, un truc comme ça? ouais, non, peut-être 50 000, tu vois, pour le coup. Ok. Et les Ouais, parce que familiales peuvent certaines être ont vraiment... jusqu'à 200 000, mais ça peut descendre jusqu'où pour toi? Alors, moi, cette notion de volume, elle me dérange un peu parce Ok. que se limiter à un volume, en fait, comme chaque structure est un petit peu différente, tu vois, ça m'embête de parler vraiment précisément de volume. Donc dans ta Parce typologie que... à toi, t'exclurais quasiment le volume pour te séparer de la Ouais, fiscalité et de... ouais, je m'affranchis Ok, de la c'est intéressant, fiscalité ouais. parce que pour moi, elle est liée à un coût, elle est pas liée à une réalité, tu vois.
Ok. Et puis c'est pas comme si c'était une fiscalité qui t'empêchait de croître ou tu vois. Après, on associe souvent faire du volume comme étant plus rentable ou avoir plus de bénéfices. Est-ce que c'est nécessairement le cas ou au final pas du tout? Parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois qu'on upgrade en volume, on est toujours un petit peu plus dans la merde et on demande toujours plus de, je sais pas, de ressources auprès des banques ou il y a toujours un moment où on n'est pas rentable parce qu'on grossit. Ouais, Donc, mais l'investissement, c'est bon. C'est bon pour plein de ouais. trucs. C'est bon pour toi, c'est bon pour. Et puis à un moment donné, il faut. Bon, encore une fois, c'est ma vision. Il faut pouvoir se payer, si tu veux. Ah bah oui, Quand tu c'est ça. fais 100 hectos par an tout seul, est-ce que tu peux te payer? Et si oui, combien? Tu vois, c'est la notion aussi là-dessus. Ces gens qui ont commencé il y a 10 ans, ils ont commencé en mode ouais, vas-y, c'est fun, soit c'est des reconversions, soit c'est bah ouais, je brassais un peu chez moi, puis en fait, j'ai trouvé ça génial, je me suis dit que ce serait cool d'en faire mon métier. C'est des métiers passion, si tu veux. Ouais. Et ces gens-là, jamais. Alors, je sais, c'est pareil, il faudrait leur poser la question spécifiquement, mais est-ce qu'ils s'imaginaient aujourd'hui arriver à 3 000, 4 000, 5 000 ou 10 000 hectos pour certains? Je suis pas sûre. Mm. Tu vois, ils ont vu que c'était en croissance, que la demande était toujours plus, qu'ils n'arrivaient pas forcément à y répondre. Et ben, ils ont évolué en même temps que le marché, en fait. Du Ils coup, se sont ces dit, brasseries du tiens, ça renouveau, pour marche. toi, ça correspondrait aux brasseries craft et pas aux brasseries traditionnelles ou pareil encore, ça, c'est quelque chose que tu ne mettrais pas comme terme Alors ça, c'est dans... pareil. Dans ces brasseries d'il y a 10 ans, il y en a qui sont arrivés avec des idées innovantes, justement, de bière houblonnée. Puis il y en a d'autres, si tu veux, qui sont restés sur des recettes tradies, blondes, brunes, ambrées. C'est-à-dire que je mets pas forcément la classification sur les styles de bière. Enfin, si, quand même, d'une certaine façon. Moi, je me dis, dans tous Euh, les cas, le monde fait que maintenant, n'importe quelle brasserie moderne, entre guillemets, ou en tout cas en 2023, se doit d'avoir peut-être une gamme d'éphémères qui vont être un peu plus typées geek et sa core range qui va être un peu plus typée artisanale, tradi. Enfin, artisanale, mhm. excuse-moi, du coup, Ouais, tradi. Et oui. pour faire face à tout type de cible et pour arriver à vendre ses produits. Donc, c'est sûr que ça, on peut peut-être l'exclure de la typologie, ouais. Ouais, tu vois, ça, c'est un peu la base, on va dire, où, en effet, comme tu dis, hein, tu as une partie de produits, on va dire, facile, et puis l'autre partie plus éphémère, un petit peu enfin, avec des goûts différents, quoi, ou Ok, donc plus brasserie du créative. renouveau, ça vient des États-Unis, quoi. En gros, c'est le renouveau Ouais, craft qui vient des c'est États-Unis, qui ça, arrive en déferlante en France il y a une dizaine d'années. c'est Et ça. là-dedans, c'est cette typologie de brasserie pour Ouais, toi. Ok. pour moi, c'est ça. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle les néo-brasseries. C'est des brasseries qui ont 3, 4, allez, maxi 5 ans, qui, Mhm. en gros, elles, arrivent avec une force de frappe un petit peu plus importante. En mode, c'est pareil, je le disais à l'époque, tu allais chez le banquier, tu disais: «Je veux monter une brasserie», il te dit: «Ah, c'est cool un restaurant». Et là, tu fais: «Non, en fait, je veux fabriquer de la bière». «Ah bon? C'est possible ça?» Tu vois? Genre, ils avaient pas de bilan, ils avaient pas d'éléments de comparaison pour savoir si c'était une activité qui fonctionnait ou pas. Ouais. Aujourd'hui, tu vas chez le banquier, tu dis: «Je veux monter une brasserie». Déjà, potentiellement, il te pose la question pour bien comprendre et ensuite, il a des moyens de comparaison avec des bilans, et des clients qui sont déjà dans cette activité-là. Et ces brasseries, ce que j'appelle moi les néo-brasseries, sont des brasseries qui sont arrivées relativement récemment, mais avec une force de frappe tout de suite très élevée. C'est-à-dire que là, on est sur des brasseries qui investissent dans du matériel qui fait déjà 10 000, 20 000, 30 000 ou 40 000 40 hectos, pardon, par brin-ça. Donc, tu aurais des exemples de brasseries en tête, Ah là? bah, je pense à Fauve, je pense à, tu vois, toutes ces brasseries plus relativement récentes, tu vois? Ouais, j'ai Fauve en tête. On peut mettre, Brickhouse là-dedans, qui a, pour le coup, là, une croissance, exponentielle avec ses bars, mais, est-ce qu'on peut mettre aussi dedans, mais je pense à Prism, je pense à, heu Ouais, donc du Popper, c'est coup, ouais, peut-être un peu différent, tu viens de mais tu parler vois? de la taproom ou du bar. Ça, pour l'instant, tu n'en as pas parlé dans ta typologie. Est-ce que ça fait partie, au final, d'une typologie, le fait d'avoir différents bars de brasserie à son effigie ou, Alors ça, pour moi, c'est ce qu'on appelle pour moi, en fait, le réseau de bars qui va être relié à une brasserie, je le mets dans la catégorie des clients. Je me mets, comme les clients en réseau, en fait.
Tu vois, ça, c'est encore un autre module de ma formation, tu sais. C'est la D'accord, typologie OK. des clients. C'est-à-dire que je fais la typologie des producteurs et après, je fais la typologie des clients. OK. Et si tu veux, quand tu montes un réseau de bars à l'effigie de ta brasserie, tu as la brasserie d'un côté qui va produire pour ces bars, voire pour d'autres autour. Et après, tu as les bars qui sont considérés pour moi comme les clients de la brasserie, en fait. OK. Ah oui, non, Tu c'est vois, une bonne idée. OK. ouais. Donc moi, D'accord, je donc fais 2 choses néobrasserie, différentes. 3-4 ans, qui arrive direct avec un concept Voilà, fort au final, un peut-être plus de concept fort. valeur ou peut-être plus de, alors plus Une de con valeur, je sais pas, mais en tout cas, une vision peut-être plus, Pour moi, c'est une vision un peu plus pérenne, ouais. business. Plus C'est business, une ouais, vision un OK. peu plus business dans le sens où ils ont le recul des autres d'avant. Mmh. Tu vois? Ils voient bien que c'est des gens qui ont commencé il y a 10-15 ans, qui, ont certes, fait une croissance, régulière, mais, qui, ont été freinés justement par leur matériel. Parce que pas possibilité de faire beaucoup de volume, parce que manque de fermenteur, parce que conditionnement pas adapté, parce que tout ça. Et en fait, ces néo-brasseries ont appris de ces brasseries, on va dire entre guillemets «des anciens», qui sont pas si anciens que ça d'ailleurs, qui fait qu'elles arrivent direct avec, bah, moi je vais commencer avec une salle à brasser de 20 hectos et puis je vais avoir déjà direct, 6, 8, 10, 12 fermenteurs, tu vois? Et je vais avoir une embouteilleuse, voire une encanneuse, direct. Mmh. Tu vois? Ces brasseries-là seraient pas capables de faire ça si elles avaient pas vu que les autres avaient fonctionné, Peut-être comme qu'elles ça, ont en fait. racheté aussi de certaines brasseries, du renouveau qui auraient peut-être Oui, causé le alors ça bilan là, ou avant, ça mais là, je ne sais pas. Ces brasseries-là, pour l'instant, ont l'air en pas trop mauvaise santé de ce que j'ai comme retour, donc j'espère pour elles. mais bien sûr que alors non, justement à l'époque où il y a 10-15 ans, on rachetait le matériel du voisin qui lui, a évolué. Aujourd'hui, je te dis, ces néobrasseries, elles arrivent avec du matériel full auto, j'exagère, hein, tout neuf, tout propre, En parfois tout cas, elles chinois ont même le sens d'ailleurs. du business et le sens de l'investissement pour scaler, quoi. Vraiment, c'est un Ouais, truc, c'est OK. ça, C'est c'est ça. Il y un a différent mindset, ouais, peut-être plus entrepreneur dans l'idée et nouvelle C'est génération, ça. quoi. Il y a OK. peut-être une vision aussi plus globale, c'est-à-dire que ça va bah, du marketing, la communication, jusqu'à la production, jusqu'à la commercialisation, si tu veux. Ouais, c'est plus business, si tu veux. Et est-ce qu'on sort de la bière, au final, ou on reste toujours dans la bière? C'est-à-dire? Bah, par rapport aux brasseries industrielles qui ont toujours fait ça, qui vont toujours faire ça, au pire, le mieux qu'elles puissent faire maintenant, c'est une catégorie sans alcool, et puis voilà, les brasseries familiales, qui font un petit peu le même cheminement, les renouveaux qui se diversifient un petit peu, mais qui sont aussi encore un petit peu tradis. Est-ce que les néobrasseries, elles arrivent avec un portefeuille plus étendu en termes de produits? Est-ce que dans ta typologie, tu mets aussi le type de produit qui est brassé, je sais Alors, pas, des sodas, des crafts, des limonades, ouais, alors bien sûr on va dire qu'elles se diversifient parce que c'est toujours intéressant. En termes de créativité, ce qui est rigolo, c'est que c'est souvent créatif sur les étiquettes. Pour autant, elles font, comme tout le monde, si, alors peut-être que c'est celles qui se sont emparées le plus de la New England IPA, si tu veux, de l'IPA très aromatique et peu amère, qui finalement est plus grand public que l'English IPA très résineuse, tu vois? mmh, C'est peut-être des brasseries qui sont, ouais, plus créatives, d'un point de vue grand public, mais finalement elles se diversifient, mais elles restent quand même, essentiellement, c'est des brasseries qui brassent de la bière, quoi. Enfin, là-dessus, il y a pas de doute. Elles s'amusent peut-être sur d'autres produits parallèles, mais ça reste des fabriques de bière, quoi. OK. Et après, c'est souvent des brasseries qui ont un site internet d'emblée aussi, qui ont une taproom aussi très vite ou en tout cas un bar à leur effigie. Tu vois? C'est des brasseries qui encore une fois, qui ont un potentiel, on va dire, de développement qui est encore différent de celles qui se sont Mmh. développées il y a 15 ans, quoi, tu vois? Avec, souvent un cofondateur, qui a fait une école de commerce et un autre cofondateur qui est brasseur, quoi, et du coup, une Tu association résumes qui est top, quoi. tu résumes assez bien le truc en vrai. Mais bon, c'est un business, hein. Dans tous les cas, c'est ce qu'il Ouais, faut, et bah, il y a aucun jugement de valeur sur le fait d'avoir fait une école de commerce. C'est parfait je pour ton business, quoi, Ouais, et non, je non, recommande. et puis c'est une belle enfin, une complémentarité et puis ça veut Mmh. dire d'une certaine façon que ceux qui ont débarqué, je dis il y a 15 ans ou 20 ans,
et ben ils ont facilité le travail d'une certaine façon de ces gens-là, Ouais. mais ils ont eu le nez creux, c'est-à-dire qu'ils se sont dit: «Tiens, je vais faire de la bière», mais en fait, ils avaient complètement raison parce que ça a marché, en vrai, tu vois? Heu, Reste que du coup, comme ils sont un petit peu, anciens, même si 15 ans, c'est que dalle, mais bah, ils se sentent peut-être parfois un petit peu, tu vois, moins dans la hype. Ah bah, ils sont Heu, bousculés par les nouveaux ah et bah, c'est c'est là ça. tout notre corps de métier. Mmh. C'est de Le renouveler rebranding, l'exercice. Ouais. c'est ça, ouais. Comment rebrander refondre une marque ou une brasserie qui a 10 ou 15 ans et qui se fait un petit peu grignoter par les nouveaux parce qu'il y a un petit peu C'est moins de ça. hype autour. Et voilà, comment redonner, comment refédérer une communauté, comment refédérer son équipe aussi, qui n'a pas envie Oui. de partir pour une brasserie qui serait plus hype, parce que tout le monde a envie de travailler pour une marque ou une brasserie qui a des valeurs ou qui est sympa, ou on aime être fier de notre entreprise, quoi. Et de Ouais. se lever tous les jours pour quelque chose qui a du sens, et soit qui est stylé pour des brasseurs jeunes, soit a du sens pour des gens qui ont peut-être plus la trentaine, et qui sont en Mmh, mmh recherche de mh. ça, ou pour une cause, ou être militant. Enfin, en tout cas, il Ouais, y a plein de raisons, après, quoi. tu es d'accord pour dire que quand tu fais du rebranding pour une brasserie, tu peux pas, mettre de côté le fait qu'elle est pas toute nouvelle, qu'elle vient pas de sortir de terre. Donc tu es quand même Mm. obligé de prendre en compte justement l'histoire de la brasserie. Donc Ah mais ben c'est pour c'est ça là que c'est sa force, important c'est de bah, clair. oui. Ça reste une force importante. C'est pour ça que c'est important de renouveler le genre, on va dire, sur des logos, enfin, en tout cas, sur du visuel, du marketing ou de la communication, parce que, c'est ce qui te permet de rester un petit peu sur le devant de la scène, tout en restant à ta place. Tu vois? C'est un peu le truc, quoi. Ouais. Et ne pas oublier Et puis que les clients et les consommateurs sont pas si geeks que ça au final, et que la plupart c'est des vrai. bières qui sont vendues, c'est les bières les plus simples, et que voilà. Bah, Mais par contre, si tu veux pas que ton équipe se barre pour, euh, pour du Prisme ou du Popin, et ben, t'es bien obligé de sortir des c'est ça. éphémères pour les faire kiffer, quoi. Sinon, Ouais. ton équipe, elle va se faire chier, elle va partir. Donc, faut arriver à trouver le juste milieu, et ça doit pas être simple en tant que Bah, dirigeant c'est d'une ouais. entreprise. C'est du C'est de management, clairement. l'entrepreneuriat, c'est du Ouais. management, c'est ouais, c'est sûr que Et on est là pour vous aider, justement, c'est ça. Et en là-dedans. plus, bon, quand tu as démarré, enfin, j'imagine, il y a, 15 ans, 20 ans en brasseur, toi tout seul avec tes petits temps calés et qu'aujourd'hui tu te retrouves à gérer 10 personnes, bah, je comprends que ça doit être un peu, déstabilisant, Mm. Ouais, c'est parce sûr. qu'à la base, c'est p on t'a jamais appris à gérer des gens. Mm. Et en même temps, c'est hyper enrichissant parce que, bah, ça permet des moments assez extraordinaires et puis sans ces gens-là, tu peux rien faire. C'est eux qui font l'entreprise, le produit, la bière, son goût, Mm. qui la vendent, qui la mettent en avant donc c'est eux le cœur, on va dire, de ton entreprise. Mais bon, Ouais. ça, c'est Et puis encore une autre chapeau, en tout histoire. cas. Et Une pour petite, finir, il nous ouais, reste 5 minutes, je pense. alors oui, juste, les néobrasseries, elles vont, aussi beaucoup plus vite parce qu'elles ont une dimension nationale. Là où les brasseries à 15 ans se sont créées pour répondre à une demande locale, ces néobrasseries qui sont, relativement récentes, elles ont directement une politique, de commercialisation nationale. C'est un élément à prendre en compte parce Ok. qu'on n'est plus tellement enfin, on est sur une distribution aussi qui est beaucoup plus large. Et enfin et finalement la catégorie, j'ai envie de dire, bah, qui représente le plus aujourd'hui en France et qui est presque la plus représentative du marché brassicole, c'est ce que moi j'appelle les pico-brasseries, j'espère qu'ils m'en voudront pas. C'est toutes les brasseries qui produisent en moyenne 350 hectos par an et qui sont 65 Wow. Ok. des brasseries en France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut bien se remettre en perspective que les brasseries, la brasserie française type, c'est une petite brasserie dans un garage, j'exagère exprès, hein, mais dans un petit local dans laquelle tu as une personne, voire 2 maximum, et c'est une activité qui est quelque part peu rémunératrice ou en tout cas qui ne te permet pas de gagner tes 10 000 balles par an. Bon, Mm. même si les autres brasseries ne je pense que les patrons ne gagnent pas ça, mais heu c'est vraiment ça, en fait, la brasserie française aujourd'hui. Enfin, il faut vraiment s'en rendre compte, pour comprendre aussi,
pourquoi on a une dynamique ultra locale sur les bières, pourquoi il y a autant de brasseries aussi en France aujourd'hui, c'est parce qu'elles sont, je vais dire minuscules, c'est pas négatif, hein, mais elles sont vraiment, c'est des activités individuelles, quoi. Et pourtant, il y a tellement une aura, quand tu regardes sur Instagram, quand tu regardes la qualité des produits, des designs d'étiquettes et des fois des sites internet de cette picobrasserie, tu as envie de te dire, mais c'est le métier du siècle. Ouais, et du coup, ça doit bien Alors, payer, et du coup, ça doit être fun, et du coup, tout doit être dans le même bagage. et ouais, mais ce que Et tu en fait, vois, c'est compliqué. non, ce que tu vois, Ludovic, c'est pas des brasseries. Toi, ce que tu vois sur Instagram, c'est des néo-brasseries. Ah, C'est c'est les elles qui néo-brasseries. communiquent. Eh Ouais, ouais, c'est ouais, elles que tu ok. vois. C'est elles qui ont les moyens d'embaucher des community managers. C'est elles qui ont les moyens d'embaucher des agences de pub et de com aussi. C'est celle-là que tu vois. Hmm. C'est pas du tout représentatif du marché, enfin de la brasserie française type. La brasserie française type, c'est moi je suis à Grenoble, donc c'est la brasserie du Habert où ils sont deux. Je vous laisserai chercher sur internet, je leur fais un peu de pub. La brasserie du Montéguy où il est tout seul. Enfin c'est ça la brasserie française aujourd'hui. C'est pas Fauve, c'est pas Popin, c'est pas Prisme, c'est pas La Débauche, c'est pas Et t'as pas mis là tu une vois. typologie de brasseurs amateurs qui représente 99% de la population Bah, eux, ils sont pas officiellement déclarés, donc non. Ouais. Ouais, non, mais après, oui, les brasseurs amateurs, non, je sais pas combien ils sont dans la population française. Je sais même pas si c'est quantifiable, tu vois. Ouais, non, c'est minime, mais Mais ok, bah en tout cas, une bonne typologie de voilà. brasserie pour résumer: brasserie industrielle, brasserie familiale, brasserie du renouveau, néo-brasserie et pico-brasserie. Donc, on a un spectre beaucoup plus nuancé que ce que nous propose habituellement, je sais pas, soit la fiscalité, soit le gouvernement, soit les lois, tout ça, ou soit les livres. Hein. Là, j'avais acheté un livre qui présentait un truc et tu disais que c'était complètement bullshit. On dirait C'est pas, mais en bizarre tout cas, comme, voilà. Donc, beaucoup classement. plus nuancé, beaucoup plus, à mon avis, adapté au monde actuel qui évolue super vite. Où il y avait que, je sais pas, il y en avait combien, 22 brasseries ou une trentaine en 1980, un truc de Mm. fou, et qu'aujourd'hui on en a plus de 2700 à peu près, suivant 2812. 2812. Je sais Ok. pas, je te dis ça bouge tous les Mais jours. ouais, non, en tout cas, c'est beaucoup plus adapté au marché, beaucoup plus moderne dans l'approche, et ouais, omettre ce côté volume à tout prix pour pouvoir foutre une brasserie dans une cage, je trouve ça assez intelligent aussi, et un peu plus novateur. Donc, bah, écoute, Mm. merci pour Ouais, cet je t'en prie. éclairage d'aujourd'hui, et je pense qu'on est sur la fin du podcast. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura éclairé, et puis rendez-vous dans 2 semaines. Hein. Allez, ça marche. À bientôt. Allez, ciao, Ciao, ciao. ciao. Salut.